Bonjour à tous, ici Okita. Je pense franchement que la colonisation de planètes vierges par les êtres humains n'est pas une option, mais une nécessité de survie. Que ça soit cool ou non, même si je trouve ça super cool. Et fatalement, on va devoir prendre des vaisseaux spatiaux, et c'est de ça dont il va s'agir aujourd'hui. Comment créer et vivre dans un vaisseau spatial selon les jeux vidéo. Madame, monsieur, bienvenue dans Postulat. Le but de l'exploration spatiale, en dehors de notre envie d'aventure, est bien la colonisation d'autres planètes par les êtres humains. L'avenir de l'humanité est stellaire. La conquête du système solaire et l'établissement programmé de colonies humaines sur des mondes extrasolaires sont des nécessités. Quel que soit l'avenir de notre planète, on peut arriver à la sauver ou pas. Les humains cherchent encore et toujours à repousser les limites de l'espace connu, et que l'on ait l'âme d'un aventurier ou d'un scientifique, pour partir confortablement, il va bien falloir utiliser des vaisseaux spatiaux. Or, le vaisseau spatial est autant un artefact scientifique et technique qu'un objet populaire, qui occupe même tout un pan de la science-fiction, et dont la seule présence définit un registre particulier. On s'attend alors à une technologie futuriste, des voyages intergalactiques, des voyageurs intrépides, des mondes inconnus, des conflits planétaires, etc. On est arrivé à un stade de notre évolution technologique où le vaisseau spatial, pure œuvre de fiction, peut être enfin envisagé de manière concrète. Et ça, c'est assez ouf. Il y a pas mal de points à voir pour créer un vaisseau spatial viable. Tout d'abord, on a le fait de survivre dedans, ce qui est fondamental. Ensuite, on a l'aspect technologique, un aspect sur lequel on s'arrête un petit peu trop. A priori, les missions vont être longues, donc il faut absolument des espaces pour vivre ensemble. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment la fiction et la science nous renseignent sur la vie à l'intérieur d'un vaisseau spatial. L'espace peut être considéré comme vide, et s'il n'y a pas de fluide, l'aérodynamisme des vaisseaux est une valeur esthétique plus que fonctionnelle. Sauf s'il passe dans une atmosphère. Mais là, c'est un autre sujet. L'astronef peut prendre ainsi toutes les formes possibles que son créateur voudra bien lui donner, sans que c'est un problème sur la crédibilité de l'œuvre de fiction. Et il peut se passer d'imposer au bâtiment un sens, puisque la gravité est absente, et peut se permettre d'avoir le sens de la démesure, comme le Ringworld de Halo, qui est un anneau d'une centaine de kilomètres de large pour plus de 10 000 km de diamètre. Difficile d'étudier le fonctionnement d'un engin pareil, ça reviendrait à étudier un objet gros comme la Terre. A l'inverse, les chasseurs, les navettes ou les capsules se révèlent trop petits pour qu'on puisse y vivre de manière prolongée. Et des vaisseaux, il y en a de toutes les tailles. On va donc se concentrer sur les vaisseaux qui permettent la vie d'une communauté entre 20 et 100 individus, pendant un temps relativement court, moins d'un an, à peu près. Pour l'instant, les vaisseaux spatiaux opérationnels se définissent comme l'addition de volumes fonctionnels nécessaires, sans aucune recherche esthétique particulière, autre qu'un rapport forme-fonction optimal. L'agencement des volumes est défini par l'aspect pratique, l'économie d'énergie, de matériaux, et de manière à ce que rien, ou presque, ne soit obsolète. Cependant, les missions dans les stations orbitales, c'est pas vraiment notre sujet. Si on veut vraiment explorer l'univers, il va falloir réfléchir à des vaisseaux dans lesquels on peut vivre. Déjà, partons du fait que pour aller à un point B depuis un point A, il faut absolument parcourir la distance qui les sépare. Donc pas de trou de verre et pas de téléportation. Il faut envisager le vaisseau comme un véhicule terrestre, et celui qui s'en rapprocherait le plus, c'est bien le sous-marin. Dans les deux cas, la vie n'est possible qu'à l'intérieur de l'engin, et toute sortie non préparée mènerait à une mort certaine. De même, la température de l'espace étant extrêmement variable, l'enveloppe extérieure devra protéger ses occupants des variations thermiques, pour assurer une température viable pour l'être humain. Contrainte supplémentaire par rapport à un véhicule terrestre, les astronautes peuvent être exposés à des rayonnements particulièrement dangereux. Dans la Station spatiale internationale, l'équipage est soumis à un rayonnement de 30 millirèmes par jour, soit l'équivalent de 2 radiographies de la poitrine par jour. Ça fait beaucoup! Surtout si on veut dépasser les ceintures de Van Allen, qui sont hautement radioactives. Il va falloir blinder notre vaisseau pour éviter que tout notre équipage ne meure d'un cancer avant d'atteindre la prochaine planète. Bien qu'il existe des exceptions, les jeux vidéo et la science-fiction en général règlent ce problème avec l'usage de boucliers ou de champs de force protecteurs. En plus de résoudre notre problème, les boucliers permettent un côté beaucoup plus dramatique aux batailles spatiales. Mais là, c'est encore un autre sujet.
Donc la principale caractéristique de notre vaisseau pour l'instant est bien son enveloppe extérieure qui doit totalement isoler ses occupants. Une contrainte supplémentaire va être d'avoir un système de gravité artificiel. Si la pesanteur, c'est-à-dire l'absence de force de gravité, peut être marrant un temps, et franchement je pense que ça l'est. Il nous est évident aujourd'hui que nos corps réagissent globalement assez mal à l'absence de force de pesanteur, surtout pendant un temps prolongé. Défaut de l'oreille interne, fragilisation des os, atrophie musculaire, diminution du nombre de globules rouges, affaiblissement du système immunitaire. Ouais, on va considérer qu'on a la gravité artificielle. Déjà là, on a une idée du fonctionnement minimal du vaisseau spatial pour assurer notre survie. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur. Tous les espaces intérieurs peuvent être considérés comme nécessaires et utiles au bon fonctionnement de la vie à bord. Et il semble important de transporter les êtres humains dans un environnement viable, dans sa conception propre et dans la projection de l'imaginaire collectif. Si la forme de notre vaisseau est libre, les jeux vidéo nous montrent des appareils avec des fonctionnements semblables à ceux que l'on trouve sur Terre, avec une proue, un corps et une poupe. Et l'intérieur du vaisseau n'y échappe pas non plus. On a une passerelle de commandement, des salles des machines, une soute, etc. Certains auteurs ont même poussé l'analogie jusqu'à dessiner littéralement un bateau spatial. On trouve un petit peu toujours la même chose, les espaces de détente, de repos, les espaces techniques, l'espace de circulation, l'ambiance, les matériaux particuliers. Mais pourquoi leur présence à bord nous paraît si indispensable ? La passerelle de commandement est le lieu où l'on contrôle et surveille l'appareil. Le où les pilotes, le commandant de bord et les différents techniciens sont chargés de coordonner le bon fonctionnement du bâtiment. C'est un espace en constante activité, caractérisé par une domination de la technologie. Écran, clavier multiple, radar, hologramme, carte, console centrale, ordinateur de bord, etc. C'est d'ailleurs l'un des rares lieux du vaisseau qui soit systématiquement ouvert sur l'extérieur. L'infirmerie est un élément indispensable pour le vaisseau spatial, parce que les accidents à bord peuvent être nombreux et qu'on peut se faire bobo au doigt. Il est intéressant de noter que, lorsque la technologie le permet, c'est ce lieu qui est choisi pour les améliorations biotiques, leur réparation ou leur création. D'une manière générale, le passage à l'infirmerie n'est utile que pour un repos après des missions, pour un débrief rapide et informel. L'espace reprend la thématique de l'architecture médicale, dans les tons et les aspects. Encore une fois, caractérisé par une domination technologique. Scanner, outils perfectionnés, le médecin est d'ailleurs généralement assisté ou même remplacé par un robot. Pour l'instant, les salles présentées n'ont rien d'exceptionnel. Elles suivent une conception classique d'un imaginaire partagé. Pour la suivante, par contre, c'est un peu différent. La salle des machines. C'est finalement l'organe central de notre vaisseau. S'il n'est pas bien conçu, aucun voyage spatial ne sera possible. Autant dans la réalité que dans notre univers fictif. Elle abrite le plus souvent de lourds et complexes moteurs, dont le fonctionnement échappe en général aux protagonistes, renforcés par des éléments technologiques inconnus, comme les systèmes de survie, les générateurs de gravité artificielle et d'atmosphère. Et c'est à ce moment-là que se joue notre interprétation de la véracité de l'univers fictif. En gros, si tu crois pas que la machine peut marcher, tout l'univers tombe à plat. Pour l'instant, nos fusées crachent des tonnes de gaz brûlants. Bon ok, c'est beau, mais on va voir qu'on peut faire autre chose. Les moteurs ioniques sont souvent invoqués lorsqu'il s'agit de vaisseaux spatiaux. Pourtant, leur force de propulsion se mesure en grammes. Sur Terre, elles seraient trop faibles pour faire décoller une fusée sur une table. Mais ce qu'elles n'ont pas en poussée, elles le compensent amplement en durée, car ces fusées peuvent fonctionner des années durant dans le vide intersidéral. Plutôt que l'éruption d'un gaz brûlant et explosif, la propulsion du moteur ionique se fait par un flot d'atomes ionisés. Très fin, mais régulier. Une version plus puissante du moteur ionique est le moteur photonique, qui utilise un puissant jet de photons pour propulser la fusée dans l'espace. Ce moteur utilise ondes radio et champs magnétiques pour réchauffer l'hydrogène gazeux à des millions de degrés Celsius. Le plasma de photons, c'est une sorte de gaz hyper chaud, est éjecté à l'arrière de la fusée créant une poussée importante. Des prototypes de ce moteur ont déjà été construits, mais aucun d'entre eux n'a été envoyé dans l'espace. Certains ingénieurs pensent que ça pourra réduire la durée des voyages, notamment vers Mars, à quelques mois seulement. Et ça roxe du boudin. Pourtant, ces deux moteurs n'ont pas la capacité de nous faire voyager jusqu'aux confins de l'univers. Il nous faut une autre idée, et heureusement, on a plein d'idées. Celle des voiles solaires. Cette proposition exploite le fait que la lumière du soleil exerce une pression très légère, mais régulière, suffisante pour propulser une voile géante.
Bien que la physique sous-jacente au concept de voile solaire soit des plus simples, la fabrication d'une telle voile pouvant être envoyée dans l'espace a connu des progrès irréguliers. Entre 2004 et 2006, plusieurs tentatives ont été réalisées, sans vraiment de succès. Pourtant, même si les progrès ont été lents et difficiles, les partisans de cette mode de propulsion ont une autre idée en tête. On pourrait construire une série de lasers sur la Lune qui dirigerait leur faisceau sur la voile solaire, lui permettant de voyager jusqu'à l'étoile la plus proche. Ce type de propulsion a l'avantage d'être cohérent avec les lois de la physique actuelle. Les principaux problèmes sont d'ordre économique et technique. Concevoir une voile de plusieurs centaines de kilomètres dans l'espace, propulsée par des milliers de faisceaux laser à haute puissance installés sur la Lune, c'est pas pour tout de suite. Une propulsion assez cool serait le moteur à statoréacteur à fusion. L'univers regorge d'hydrogène qu'un moteur à fusion pourrait récolter lors de ses déplacements, disposant ainsi d'une énergie inépuisable. L'hydrogène requis, porté à plusieurs millions de degrés Celsius, pourrait alors fusionner et libérer d'énormes quantités d'énergie. Par contre, pour avoir une accélération constante de 1 G, il faudrait un collecteur de 160 km de diamètre, car la densité d'hydrogène est malgré tout très faible. Comme pour la voile solaire, on est loin des dimensions qu'on s'était imposées à la base. Pourtant, le réacteur à fusion reste un système qui a le mérite d'être crédible, autant pour les scientifiques que pour les créateurs de fiction. Dans Homeworld, c'est ce principe qui est conservé. Si tous ces lieux servent à crédibiliser un astronef, ils ont aussi une fonction narrative très forte. Leur particularité et leur complexité requièrent des spécialistes pour s'en charger. Pilotes, commandants, opérateurs, mécaniciens, médecins, etc. L'usage des technologies futuristes donne l'illusion que celui-ci est plausible. Si les lieux d'activité s'inspirent de ceux des bateaux et évoquent une avancée technologique fulgurante, les lieux de détente, eux, c'est tout l'inverse. Dans le port d'un bateau, les chambres ou les cabines sont réduites à minima, afin de gagner le plus d'espace possible. Et il en va de même dans les vraies stations spatiales. Or, on sait maintenant qu'on va passer un certain temps dans notre vaisseau. Donc la notion du vivre ensemble doit faire partie intégrante du processus de création. Dans les astronefs, les chambres ou espaces de repos sont en général plus vastes. On rencontre aussi de manière inconditionnelle des espaces de détente communs, que ce soit la salle à manger, le bar, le salon ou la salle de sport. Quant à l'aspect technologique, loin d'avoir évolué autant que les autres espaces, il est plutôt resté au point mort. Le mobilier notamment est identique à celui que l'on pourrait rencontrer dans un salon. Vivre ensemble dans un vaisseau implique de lourdes responsabilités. Comme un grand pouvoir, oui, tout à fait. Autant se dire qu'il faut se détendre souvent. Le problème, c'est qu'un même espace soit notre lieu de travail, de divertissement et de détente. Le vaisseau spatial a besoin d'espaces dédiés à la détente de son équipage. D'autant que les voyages spatiaux sont terriblement longs. Et que faire escale, c'est pas vraiment une option possible. Les circulations dans un vaisseau se composent d'un réseau de couloirs et d'ascenseurs étrangement nombreux. Étrange parce qu'en architecture, un couloir est un espace de circulation pur, ne laissant place à aucune autre fonction. C'est donc un espace qu'on cherche à minimiser le plus possible. Les kilomètres de couloirs sont donc une totale aberration quand on sait que les vaisseaux doivent être compacts. Il suffit pour se rappeler de regarder de nouveau la Station spatiale internationale, qui se présente comme une somme de volumes fonctionnels, sans la moindre présence d'un éventuel couloir, aussi petit soit-il. L'action de marcher, de se promener ou même de courir est en effet un besoin physiologique vital. L'action de marcher régulièrement et de manière prolongée, aussi simple soit-elle, permet d'entretenir une bonne santé, comme pour la gravité artificielle, au même titre que n'importe quel autre sport. Et puisqu'il faut relier les espaces entre eux, alors pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups ? En ce qui concerne le procédé de transition, lui aussi peut être transvasé dans le domaine du réel. Lorsque l'on vit et travaille à un même endroit, il est concevable qu'avoir une transition entre ces lieux soit un besoin, certes pas vital, mais non moins important. On a pu déterminer les différents éléments qui caractérisent un vaisseau spatial et qui en définissent sa nature, qu'il s'agisse de sa structure ou de son organisation interne. Du général au particulier, comme ça qu'on fait en général. Le vaisseau spatial répond à un programme bien précis, qui ne dépend pas du seul besoin narratif de la fiction, bien au contraire. Cependant, pour le procédé narratif, cela permet aux auteurs de donner de la profondeur aux personnages et de présenter les différents rapports sentimentaux qui les régissent. Amitié, inimitié, dégoût, fraternité, amour, etc. Oui, Mass Effect nous donne la possibilité de nous lier à tout le monde. Mais ça se passe dans un lieu intime. Il est normal que ces espaces nous soient proches et que nous les connaissions presque, afin de nous mettre à la place des héros et de les imaginer dans leur environnement direct.
Si les lieux d'activité servent à crédibiliser le vaisseau spatial en lui-même, les lieux de détente et de transition servent à crédibiliser son équipage, et indirectement le fait de vivre à son bord. Il nous serait tout à fait possible, après ces analyses, d'établir une programmation en vue de concevoir notre propre vaisseau, car son architecture, bien qu'évoluant dans des univers fictifs, est une architecture concrète. Les vaisseaux du REL sont loin d'offrir à leurs occupants le confort de pouvoir savourer un thé assis dans un divan, contemplant les étoiles perdues dans le néant. Mais ça ne saurait tarder. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Postulat. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes et partager la vidéo si elle vous a plu. C'est le meilleur moyen de faire connaître mon travail et la chaîne. En attendant, n'oubliez pas que la vie n'est qu'un jeu, alors continuez à jouer et moi je vous dis à la prochaine. Trying to determine how Scale Itch got onto Normandy. Sexually transmitted disease only carried by Varen. Implications unpleasant.